Le rendez-vous de la formation, un événement en partenariat avec Unidistance. Bonsoir. Cette fois, ça commence. Bonsoir à toutes et tous. On a entendu que des gens étaient coincés dans la circulation. C'est pour ça qu'on attendait encore quelques minutes. Ils nous rejoindront. Merci à toutes et tous d'être présents ici ce soir pour cette première édition du rendez-vous de la formation. Toute première édition donc, de ce rendez-vous organisé en partenariat entre le Nouvelliste et Unidistance. Je me réjouis de vous voir ici ce soir parce que quand on pense à la formation, aux hautes études et au Valais, en général, on imaginait souvent tous ces étudiants qui prenaient la voie 7 pour aller étudier ailleurs le dimanche soir. Et puis on est tous convaincus dans cette salle, je pense ce soir, que le Valais et les hautes études, c'est beaucoup plus que ça. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu professionnel, c'est un enjeu de savoir. Et donc je me réjouis de vous voir ici ce soir pour parler de tout ça. Donc ce rendez-vous de la formation, c'est la soirée de ce soir évidemment, mais c'est aussi un dossier éditorial qui a été construit par la rédaction du Nouvelliste. Donc vous l'avez dans vos petits sacs que vous pouvez reprendre à la maison, mais je pense que de toute façon, vous l'avez déjà toutes et lu, dévoré ce matin au café. Donc, on a publié un baromètre, ce baromètre de la formation, donc, pour savoir qui sont ces étudiants qui viennent étudier en Valais, où est-ce que les étudiants valaisans étudient, qu'est-ce qu'ils étudient, est-ce qu'au fil du temps, il y a des modifications, est-ce qu'il y a 20 ans, on allait plus à Fribourg, et puis maintenant, on va plus à Lausanne, enfin voilà. C'est une promesse que le Nouvelliste fait de chaque année publier ce baromètre pour voir l'évolution des hautes études dans notre canton et au-delà. Donc il y a ça, il y a aussi des portraits qui ont été publiés dans l'édition parce que toutes ces données, c'est vrai que c'est intéressant, mais on avait aussi envie d'aller à la rencontre de ces étudiants qui étudient ici ou ailleurs. Et puis tous ces portraits montrent aussi, c'est la thématique de la soirée de ce soir, que les études se sont démocratisées ou disons, on pose la question, est-ce que les études se sont démocratisées? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire des hautes études? C'était un peu en ce sens-là qu'on a construit ce contenu éditorial. Je vous l'ai dit, donc on est en partenariat avec Unidistance. Je crois que Unidistance a aussi envie de vous souhaiter la bienvenue. Donc je demande à Stéphane Panatier, le directeur d'Unidistance, de me rejoindre sur scène. Merci. Oui, merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci déjà de votre présence. Unidistance est très heureuse aujourd'hui, en qualité de partenaire académique de cet événement, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue. Et puis aussi, nous profitons de remercier le Nouvelliste qui a eu l'initiative de lancer ces rendez-vous, dont le rendez-vous de la formation, parce que nous pensons en qualité d'Institut supérieur de formation qu'il est très important de thématiser ces questions-là de façon très large dans le public. Aujourd'hui, la société s'accélère, tout va très vite, l'information pullule, on a une sorte d'infobésité, et il est toujours plus important de pouvoir trier cette information, d'avoir des méthodes, d'avoir la capacité d'aller au-devant de cette information pour être en mesure, avec un esprit critique, de pouvoir savoir de quoi il en est et de pouvoir par soi-même décider ou juger de ce qui est de l'information ou de la désinformation. Et voilà, donc en tant que partenaire académique, c'était pour nous une évidence que de soutenir le média de la presse écrite valaisan dans cette démarche de vulgarisation, je dirais, un peu du domaine du monde de la formation tertiaire qui est peut-être pas si bien connu du grand public. Donc, à l'initiative du Nouvelliste, nous avons répondu immédiatement favorablement et nous sommes très heureux d'être là ce soir et vous souhaitons de constructifs débats et une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci Stéphane.
Donc il y aura 2 petites parties à cette soirée. La première, ce sera un échange entre Vincent Franière et Yves Ray, que j'invite déjà à me rejoindre sur scène. Et puis la deuxième, une table ronde. Vous pourrez évidemment poser toutes vos questions à la suite de cet échange. Et puis oui, j'ai oublié, mais il y a évidemment un verre de l'amitié qui vous sera servi à l'issue de la soirée. Vincent Franière, donc rédacteur en chef du Nouvelliste, et Yves Ray, chef du service des hautes écoles à l'État du Valais, qui me rejoignent pour un premier échange. Alors bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plutôt. Merci d'avoir choisi la formation tertiaire plutôt que Sion Servette, c'est très bien. C'est la concurrence, hein, c'est parfait. Yves Ray, vous êtes le grand chef de la formation tertiaire en Valais. Première question, vous avez fait vos études comment et où? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez l'école primaire à Lens? J'ai fait les PFL dans les fêtes. Les PFL avant 13 ans. Voilà. J'ai fait l'école primaire Flanté-Lens. Ouais. Mes plaisanteries mis à part, donc j'ai fait un parcours tout à fait traditionnel pour l'époque, parce qu'on aura l'occasion de revenir pendant cette soirée. Toutes les voies n'étaient pas autant diversifiées qu'aujourd'hui, donc j'ai fait un parcours traditionnel où j'ai fait mon collège en section socio-économique. Et puis ensuite, je suis parti à Genève. Pourquoi je suis parti à Genève? Dans les faits, ce n'était pas à cause de l'université, et ce n'était pas à cause de l'informatique que j'ai fait à l'université, mais c'est parce que je voulais faire le conservatoire et l'université. Et c'était le seul endroit où je pouvais faire à la fois des études musicales et l'université. Puis dans les faits, finalement, c'était un peu les prémices de ce qu'on va entendre ce soir, c'est cette diversité, parce que la Haute École de Musique est devenue la HES, une des sections HES, et puis l'université, elle est restée université. Exactement. On a publié plusieurs chiffres, je vais en citer 3 pour qu'on puisse discuter, ensuite on ouvrira ça à la table ronde. Le premier chiffre, c'est le titre de l'article. 12% d'étudiants en plus en 10 ans, ça fait à peu près 800 étudiants tertiaires en plus en 10 ans, alors qu'il y a un recul démographique de 7%. Donc ça c'est encore plus fort l'augmentation, mais il y a depuis 2021 un tassement que l'on voit assez clairement. Ce tassement, est-ce qu'il vous inquiète ou pas? Non, il ne m'inquiète pas dans la mesure où on voit que ce tassement, il est lié notamment à un effet un petit peu marginal ou particulier, c'était le Covid. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est qu'il faut le mettre en corrélation avec la population des 18-25 ans. Et on voit que la population des 18-25 ans, elle a tendance à se tasser. Donc dans les faits, à partir d'un moment où on a un tassement de la population et puis une stabilisation des étudiants, in fine, c'est une croissance. Donc pas de souci par rapport à ce tassement. Il y a un chiffre qui est au milieu de l'article, si vous le voyez, c'est la proportion des diplômés du tertiaire pour les 25-64 ans. On a fait une comparaison Valais, Suisse et Vaud. En Valais, 24% des 25-64 ans ont une formation tertiaire. La moyenne suisse est à 29,3 et Vaud est à 41,2. On n'est pas bon? Non. Non, on est bien entendu en dessous de la moyenne suisse, mais nous après il faut analyser ces chiffres avec attention, parce qu'on a une situation qui n'est pas forcément la même sur la partie Valais-Roman que sur la partie Haut-Valaisanne, déjà, ça c'est le premier point. Et puis on est parti un petit peu aussi en retard par rapport à d'autres. Le développement du monde des hautes écoles, cette démocratisation dont on va parler tout à l'heure, elle s'est faite progressivement et peut-être un petit peu plus tardivement que les autres. Donc c'est pas un problème. Puis après, il ne faut pas oublier une chose. L'explication de la différence par rapport à Vaud, c'est Vaud à Lausanne, c'est une grande ville, on n'a pas de grande ville. Ou bien Vaud à une université, ou bien pourquoi il y a pratiquement... C'est multifactoriel dans les faits. C'est que, bien entendu, on n'a pas du tout la même situation socio-économique et démographique, ça c'est le premier point. Ensuite, bien entendu, le canton de Vaud a une université depuis plus de 100 ans, tandis qu'ici, on a développé le monde des hautes écoles depuis une trentaine d'années. Et puis, c'est un élément aussi qui est lié à des facteurs culturels. Et c'est clair qu'au niveau du Valais, bien entendu, on va atteindre progressivement, comme dans les autres territoires, des valeurs qui vont dépasser les 30%, ça j'en suis persuadé. Mais ce qu'on doit surtout garder en mémoire, c'est qu'une société,
elle ne doit pas être uniquement qu'avec des diplômés des hautes écoles. On doit avoir une bonne balance entre du personnel qualifié, en particulier par la voie professionnelle, et du personnel hautement qualifié. Et donc, une société qui se retrouve avec 60-70% de gens issus du tertiaire, à mon avis, ce serait une erreur. Dernier constat pour l'interview, ensuite je repasse la parole à Noémie. Petit encadré, les étudiantes toujours plus majoritaires. Alors peut-être pas en HES, mais c'est évident. Aujourd'hui, il y a 56% de femmes qui font une formation tertiaire en Valais contre donc 44% d'hommes, et c'est en augmentation. Je pense que si on fait un sondage dans la rue puis qu'on pose la question qui fait plus d'études tertiaires, les garçons, les hommes ou les femmes, je pense que la réponse dans un sondage, ça c'est un chiffre qui surprend peut-être le grand public quand on lit ça. Ça s'explique. C'est plus fort à l'académie, à la HES, je pense que c'est quelque chose qui est, selon les filières, des filières qui sont plus du côté femmes et du côté hommes, mais à l'académie, il y a des professions, par exemple, ce qui m'a surpris quand j'ai vu des chiffres que vous m'avez envoyés, c'est que dans le droit et dans la médecine, aujourd'hui, on a 64% de femmes. Donc, c'est des chiffres qui sont assez élevés quand même. Ça s'explique ? Alors, oui, ça s'explique. Et je vais commencer par ne pas répondre à votre question. Je pense que ce qui est super intéressant, c'est qu'il faut se reprojeter il y a 30 ans en arrière, c'était que des hommes qui allaient étudier, ou 40 ans en arrière, c'était que des hommes. Aujourd'hui, il faut s'en réjouir que la majorité de femmes, et qu'on a une majorité de femmes dans le monde des hautes écoles. Parce que ça veut dire aussi qu'in fine, on va continuer à avoir des femmes qui vont prendre leur place dans la société économique, industrielle et autres. Et ça, c'est extrêmement positif. Maintenant, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes ? Alors c'est vrai qu'idéalement, il faut avoir un équilibre et garder les équilibres, ça c'est absolument clair. Mais on a aussi des intérêts qui sont plus marqués aujourd'hui chez des jeunes femmes d'aller faire des études. Et on se retrouve aussi dans la voie professionnelle, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec paradoxalement plus d'hommes que de femmes dans la voie professionnelle, ou des équilibres qui se rétablissent comme ça. Pour moi, ce n'est pas un souci. Ce qui est surtout important, c'est qu'on ne crée pas de gros déséquilibres. Aujourd'hui, on n'a pas de gros déséquilibres. En tout cas, moi, je ne le constate pas ainsi. Et si on n'a pas de gros déséquilibres, ça veut dire qu'on doit aller dans le sens, le jeune doit faire le choix qui l'intéresse par rapport à sa future vie professionnelle, et plus un choix guidé par d'autres impératifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en médecine, c'est des choix qui sont extrêmement intéressants pour des jeunes femmes, parce qu'aussi, on a la possibilité, ce n'était pas le cas à l'époque, de pouvoir travailler à temps partiel, et qui permettent d'ouvrir des champs et des spectres professionnels. Donc c'est multifactoriel, et il n'y a pas qu'une seule réponse à l'absolu. On a analysé ensemble ces chiffres. Est-ce qu'il y a un chiffre là-dedans qui vous fait peur ? Vous, le chef de la formation hautes écoles valaisannes. Est-ce qu'il y a un chiffre là-dedans qui vous inquiète en disant celui-là, on ne peut pas trop en parler ? Ouais, pas vraiment, je vais fâcher beaucoup de gens dans la salle. C'est pas grave, donc, non, pour moi ce qui est, en matière de chiffres, ce qui est réjouissant, c'est que le canton du Valais est en train d'évoluer. Vous ne répondez pas à la question. Moi, je n'ai pas demandé ce qui était réjouissant, c'est ce qui vous faisait peur. Non, mais parce qu'il n'y a rien qui me fait peur. Rien. Il n'y a rien qui me fait peur. C'est qu'on est réjouissant dans la mesure où on fait des pas, et on avance pas par pas, et on n'est pas dans une logique de rupture complète. Si on avait une logique de rupture complète, ce serait un vrai problème. Mais là, on est dans une construction qui s'est faite en l'espace d'une grosse trentaine d'années. Et on voit aussi que dans cette trentaine d'années, on a permis à toute une population qui n'avait pas accès à la formation supérieure d'accéder et de pouvoir trouver des jobs dans une panoplie de métiers différents. Et c'est ça le plus. Alors après, de temps en temps, c'est vrai que j'aimerais avoir plus. Alors oui, je vais en parler quand même. Parce qu'on a dit qu'on n'avait pas de langue de bois ici. Non. Moi, j'aimerais avoir plus de Hauts-Valaisans qui étudient en Valais, clairement. Et ça, on a un gros défi. On a trop de population haut-valaisanne qui part étudier hors canton alors qu'on a des offres de formation existantes dans le canton. Et ça, c'est un vrai défi. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un vrai défi. Dans les chiffres, en HEP, il y a 100 Valaisans qui font la HEP à Berne, qui ne la font pas à Saint-Maurice. C'est un des chiffres qui montre ça. Il y a 34 Valaisans qui font la HEP à Lausanne et pas à Saint-Maurice, à l'HEP. Il y a la même situation aussi pour les HES en économie, qui vont plutôt à Lucerne ou à Berne plutôt qu'ici en Valais. C'est les filières-là qui sont touchées. Nous, on a un défi politique, c'est pouvoir répondre
en donnant notamment une des pistes sur lesquelles on est en train de travailler et qui, si tout va bien, sera validée par le Grand Conseil dans le courant de l'année prochaine, c'est la construction d'un futur campus à Brigue. Où il y a la HES et la HEP. Où il y a la HES, où il y a la HEP, où il y aura la Fondation IS Santé avec les soins infirmiers. Et ça, ce sera un élément de réponse politique très claire de notre canton. Et puis après, ce sera à la population valaisanne de s'habituer à ce nouveau campus. Et ça va prendre 5 à 10 ans, bien entendu, parce qu'il y a une inertie toujours dans le système de l'information, il ne faut jamais oublier. Mais on sera dans une logique où on pourra répondre à ce défi. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est un des enjeux dans notre territoire. Voilà, Noémie. Ivray, école primaire de Lens, sans langue de bois. Je viens rester sur scène. Je viens réduire le déséquilibre homme-femme sur scène, mais momentanément, parce que je vais inviter donc les interlocuteurs de la table ronde. Merci à elles et eux. Je pense que vous pourrez les applaudir, comme ça paraîtra moins long le temps qu'ils viennent sur scène. Merci pour eux. Alexandra Hugo, professeure spécialisée en évaluation de compétences d'étudiants. On a Olivier Walter, directeur de l'EPCA de Sion, René Graff, le vice-recteur de l'enseignement à la HESSO, et Xavier Gaillard, le directeur du lycée-collège des Creusets. Vous avez le pognon derrière vous. Vincent, je te rends la parole. Merci. Peut-être mettre le deuxième slide. Ça, on a fait 6 parcours d'étudiants. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, ils sont intéressants parce qu'ils montrent un peu cette diversité-là. L'idée d'un thème, c'est démocratiser. Est-ce que les études tertiaires sont démocratisées? On vient de voir un premier élément, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de femmes. C'est une partie de la démocratisation de ces études-là. C'est bien beau d'avoir beaucoup de filières, beaucoup de passerelles, beaucoup de ça, mais est-ce que, dans les faits, il y a 800 étudiants de plus en 10 ans en études tertiaires en Valais? Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, je ne sais pas. On va commencer peut-être avec, au fond, vous avez l'académie, le collège et l'école professionnelle, l'un à côté de l'autre, tout sourire. Magnifique. Hein? Une image qui n'aurait peut-être pas été possible il y a 25 ans en arrière, dans un plateau en Valais ou je ne sais pas où. Donc c'est parfait, il faut bien prendre cette photo-là, on a fait exprès de les mettre à côté, c'est parfait, nickel. Xavier Gaillard, avant de venir au tertiaire, on vient en secondaire d'abord. Donc vous représentez le collège, directeur du collège des Creusets, depuis maintenant 4 ans, c'est juste, hein? 4 ans, oui. Est-ce qu'il y a des signaux très clairs de démocratisation dans les étudiants que vous avez? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des étudiants qui... On a parlé de 2e génération, de 3e génération. Est-ce que vous avez des signaux très clairs au collège où on peut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers une formation tertiaire qu'il y a 20 ans en arrière? Bonsoir à tout le monde. De plus en plus d'étudiants, je dirais oui et non, parce qu'en tout cas sur la place de Sion, on constate aussi ce tassement certainement lié à la démographie. Par contre, je pense effectivement qu'au niveau des jeunes qui sont là, il y a une diversification des origines due à l'évolution de la structure de la population du canton aussi. Alors on peut parler de seconde génération, peut-être que c'est des 3e générations, mais ça c'est un fait. Et puis on est complètement aligné sur les chiffres qui séparent le masculin du féminin. Donc cette rentrée ici, le collège des Creusets, c'est 200 filles de plus que de garçons sur 1200. Olivier Walter, formation professionnelle, est-ce qu'il y a ce genre aussi de signaux très clairs? Non, nous c'est assez équilibré, en tout cas au niveau de l'école professionnelle commerciale et artisanale. Après, c'est vrai qu'au niveau de toutes les formations en apprentissage, là, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Donc, là, on est plutôt à 64% d'hommes. Donc là, au niveau de la formation professionnelle en général, sur les 8800 contrats. René Graff, on a dans les parcours de ces étudiants, on a aussi quelqu'un qui vient, justement, qui dans ses parents n'ont jamais fait d'études, et puis il a choisi de faire des études, il est ici à la Haute École d'ingénieurs. Ce profil-là, ces premières générations qui arrivent à des études tertiaires dans ces familles, c'est assez courant à la HES, c'est juste? Oui, c'est très courant. Moi, je suis toujours très ému dans le cadre des remises de diplômes, de voir à quel point c'est important pour toute la structure familiale aussi. On a plus de 50%, plus de la moitié de nos diplômés sont les premiers diplômés tertiaires dans la famille. Donc c'est important de voir ces évolutions-là, d'offrir ça. Ce qu'on ne doit pas oublier aussi, parce que vous avez mentionné faire le bilan sur 20 ans,
Il y a 20 ans, toute une série de ces métiers auxquels on forme aujourd'hui en HES ne faisaient pas partie du domaine du tertiaire. Donc ils sont rentrés dans le domaine du tertiaire. Et puis, c'est ce qui explique aussi la croissance sur la population entre 25 et 65 ans. C'est qu'il y a encore toute une frange, un peu plus... Moi, je fais encore partie de la dernière génération qui n'a pas connu ces éléments-là. Toute cette partie de la population, jusqu'à ce qu'elle soit sortie du système. Tant qu'elle n'est pas sortie du système, on aura un accroissement du taux de bachelor et de master qui va arriver naturellement. Mais est-ce que ces professions qui deviennent de plus en plus tertiaires, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une difficulté pour les jeunes en disant il faut être de plus en plus compétent, il faut être toujours de plus en plus compétent, et puis quelque part ça peut faire peur à toute une série de gens qui n'arrivent pas à suivre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, les formations existaient déjà, simplement elles avaient lieu dans des institutions qui étaient isolées, qui ne disposaient pas ou qui n'étaient pas en capacité de délivrer un titre qui était reconnu largement, qui donnait un standard, qui rassurait les employeurs, qui rassurait les familles aussi au moment de faire les choix pour rentrer dans une filière professionnelle ou pas. Et puis le fait de pouvoir mettre ces diplômes à disposition augmente la lisibilité. Alors je ne vous cache pas effectivement qu'on a un système de formation dont la lisibilité n'est pas la principale qualité aujourd'hui, mais toutes ces passerelles-là sont importantes. Et le fait, quand on remet des diplômes, que ces diplômes-là sont reconnus et permettent d'aller travailler dans différents endroits, soit dans le canton ou hors du canton, permet aussi de rassurer les familles au moment de faire le choix sur le développement professionnel. Alors on a aussi interrogé ces jeunes par vidéo. Je vous propose de voir une première vidéo sur pourquoi ils ont choisi une formation tertiaire. L'idée de faire des études tertiaires, c'était vraiment lié avec une passion, un métier. À force de donner le cours d'éducation au choix avec les élèves, j'ai vu que ça me passionnait, le conseil de l'orientation. J'ai regardé ce qu'il fallait faire comme formation, donc c'était des études tertiaires. Depuis toute petite, j'avais envie de faire un métier dans le monde médical. Et c'est ce qui m'a poussée à aller faire mes études de médecine à Fribourg. En Suisse, c'est facile de pouvoir faire des études tertiaires. Aux États-Unis, c'est compliqué, on doit faire moins 40 000 US$ dans le compte. L'envie d'apprendre toujours plus. Et aussi une raison sociale, c'est que la plupart de mes amis font des études tertiaires et ça m'a aussi encouragé et poussé à le faire. Depuis que j'ai fini la formation, j'avais envie de faire infirmière, mais j'ai eu des enfants, 1, 2, 3, 4, et depuis, c'est un petit truc qui m'est resté. Et l'année passée, j'avais décidé coûte que coûte de faire infirmière. Et pour moi, étant donné qu'un peu tout le monde a fait des études chez moi à la maison, je pense que j'ai juste un peu plus suivi le mouvement. J'ai toujours aimé l'école et du coup à la fin du cycle, je ne me voyais pas faire un apprentissage ou directement commencer à travailler. Donc j'ai fait le collège et je me suis dit qu'avec une maturité, ce serait chouette de tenter l'université. Et je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers une filière assez large avant de me réorienter pour la HEP. Alors Émile, c'est lui qui a fait la passerelle d'Ops. Donc lui, il a fait d'abord un apprentissage, passerelle d'Ops, et ensuite maintenant il fait un master en urbanisme à l'université. Donc là, vous avez la maman et sa fille qui sont dans la même classe en soins infirmiers à Sion, parce que la maman a repris des études d'infirmière. Là, donc ils ne sont pas dans la même classe, c'est vrai, ils sont dans la même école, mais ils ne sont pas souvent en classe ensemble, plutôt au moment de la pause. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la fille qui a voulu faire enseignante. Elle a dû aller à l'université pour se rendre compte que ce n'était pas fait pour elle. Elle voulait faire des études internationales. Et puis, à l'université, elle a compris en faisant un stage dans une école à Vérossa, je crois, qu'elle était faite pour enseigner. Puis, elle a arrêté l'université pour faire la HEP. Alexandra Hugo, vous êtes spécialiste là-dedans. Quand vous voyez tous ces parcours-là, on voit pratiquement qu'à part, on a voulu aussi avoir un parcours linéaire. La fille qui voulait travailler dans la santé, qui a fait le collège, qui a des bonnes notes, qui a fait médecine. Vous verrez après, les seules difficultés qu'elle a, elles sont financières. Donc il y a aussi ce parcours-là linéaire à la Ivray, jusqu'au sommet, là. Voilà. Mais dans les autres parcours, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a toujours quelque chose qui est spécifique et puis que tous ces gens ont quand même réussi à trouver leur voie. Il y a beaucoup de ce genre de petits contours, de petits virages ou de gros virages. Alors j'ai envie de dire de plus en plus, parce que les opportunités sont là, parce qu'on peut faire des passerelles, parce qu'on peut passer d'une voie royale à une autre voie royale, et au contraire, et c'est ce qui est vraiment très riche, parce que on peut développer des compétences dans un contexte, les utiliser dans un autre contexte, et avoir ces compétences transversales qui reviennent. Donc non, de plus en plus, et c'est une vraie chance. Xavier Gaillard, à la récré au Collège des Creusets, la plupart des gens, ils parlent des facultés dans lesquelles ils vont aller. Il y a très très peu de gens qui sortent du collège puis qui ne vont pas à l'Uni, quand même. Encore aujourd'hui, oui. Je nuance un tout petit peu.
ce n'est pas aussi catégorique. Déjà, premier élément, comme direction du collège, on n'est pas forcément au courant de tous les choix qui se font. Entre autres, pour les garçons, les jeunes hommes, il y en a beaucoup qui prennent une année liée aux obligations militaires avant de faire un choix. Et puis, je pense que c'est une évolution de la société aussi, la tendance à une pause entre la formation secondaire 2 et la maturité et le début des études tertiaires. Je ne dis pas que ça se généralise, mais c'est croissant. Après, et les gens qui arrêtent le collège en cours de collège, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été, qui a plus qu'avant? Alors je crois que ça a toujours été. Je ne crois pas qu'il y ait une évolution significative de ce nombre de réorientations. Il en existe. Ça peut être vers d'autres filières de formation du secondaire. Je pense entre autres aux écoles de commerce, aux ECG. Plus rarement vers les apprentissages, mais il y a quelques cas où ça existe aussi. Et c'est toujours la coachée aussi, par le service d'orientation scolaire aussi. Il y a quand même le souci aussi que personne n'abandonne la filière gymnasiale pour être à la rue. René Graff m'avait dit, en préparant le débat, que l'intérêt dans tout ça, ça enlève la pression chez les gens quand il faut choisir à 14-15 ans quelque chose. En disant, aujourd'hui on peut dire pratiquement à tout le monde, fais un peu ce que tu veux, à la fin tu arriveras toujours à changer si tu peux changer. Et ce qui n'était pas du tout le cas quand on a dû choisir à 14-15 ans quelque chose. C'est ça le grand effet positif de toutes ces passerelles qui existent, où on voit bien qu'à la fin, quand même, c'est une minorité de gens qui finissent le collège, qui vont vers la passerelle DOPS, et puis qui vont vers la passerelle HES, et puis dans l'autre sens aussi, c'est quand même 3-4%, c'est à la marge, mais le fait que ça existe, ça enlève la pression dans le premier choix après l'école obligatoire. La qualité première, c'est d'être en capacité de délivrer ce que le marché du travail demande. Ça, c'est la qualité première. Mais l'effet secondaire de ce système de formation, qui nous est envié très largement, c'est qu'on a un système dans lequel on enlève beaucoup de pression dans les choix initiaux. On le sait, mais on le sait depuis toujours, les jeunes n'ont pas tellement changé. C'est-à-dire, en allemand, on a une expression que le nœud chez les jeunes, il ne se défait pas au même âge à tout le monde. Et il est extrêmement important qu'on puisse enlever un petit peu de pression dans ces premiers choix-là, rassurer les familles aussi, c'est-à-dire, quelle que soit l'orientation qu'on prend, on a la possibilité après d'aller plus loin, que ce soit dans la formation professionnelle supérieure, de changer de voie, comme on le voit avec Émile et la passerelle DOPS, et puis de faire un slalom spécial à travers le système de formation, de pouvoir s'épanouir et, in fine, de rentrer dans une profession avec la conviction que c'est ce qu'on souhaite faire, ce qu'on a une capacité de faire. Nos voisins nous envient ça, parce qu'un système où on est condamné par le choix qu'on fait à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on est condamné par la structure économique familiale, par la structure académique familiale. Ce sont des systèmes qui mettent énormément de pression sur les jeunes et puis qui sont en difficulté de délivrer les profils demandés par la société et par l'économie. Quand vous dites qu'il faut rassurer les parents, c'est plutôt par rapport à un choix. Il y a toujours eu cette logique il y a 20 ans de dire si tu veux faire des études, il faut faire le collège et puis sinon il faut faire un apprentissage. Ce discours-là, il n'existe plus aujourd'hui, Olivier Walter et puis Xavier Gaillard, mais il existe encore un peu quand même. Ou bien Alexandra. Est-ce que ce discours-là de dire si tu veux faire une carrière, il faut quand même faire des études, puis les études c'est quand même collège, uni, et puis après il y a les HES. Oui, il n'y a plus du tout ça, maintenant les HES sont au même niveau que l'uni, et puis il n'y a plus du tout ce discours-là. Est-ce que vous entendez souvent ce discours-là, il n'existe plus. Alors je pense du point de vue parental, c'est un discours qu'on peut encore entendre. Parce qu'ils ont peut-être une méconnaissance on va dire de toute la panoplie qu'il y a au niveau de la formation, et notamment ces aspects de voie royale et les passerelles. Donc plutôt par méconnaissance, mais dans les faits, effectivement, on peut oublier ce discours-là, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de reconversions professionnelles, et la vie professionnelle, elle est longue. Et sachant qu'on change de job tous les 3 à 5 ans, on va dire des circonvolutions et autres évolutions, il va y en avoir un certain nombre sur un parcours professionnel. Vous partagez ça, Olivier Walter et Xavier Gaillard? C'est un discours qui existe encore chez les parents, mais dans les faits, il n'a plus lieu d'être? Oui, effectivement. Après, j'ai quand même entendu aussi encore des profs au cycle de dire en deuxième année de cycle qu'avec ces notes-là, qu'il faut plutôt choisir le collège. On entend encore de temps en temps, mais c'est vrai que gentiment aussi à nous de faire la promotion
de la troisième année du cycle, entre guillemets, parce que c'est vrai que des fois, c'est peut-être le seul handicap qu'on a, que les jeunes ils doivent faire la troisième année de cycle avant de pouvoir choisir leur métier, au contraire de mon collègue à côté qui peuvent quitter à la deuxième année pour aller au collège. Mais je pense que c'est le seul frein qui est encore aujourd'hui dans ce domaine. Autrement, comme ça a été dit maintenant, avec toutes les possibilités qu'on a aussi au niveau formation professionnelle, avec les maturités professionnelles dans les différents secteurs, on a vraiment les portes qui s'ouvrent aussi énormément aux apprentis. Ivray, sans langue de bois, Énergie-Police, HESSO, un côté de l'autre, un regarde l'autre par-dessus un peu quand même comme ça, ou plus du tout? Non, plus du tout. Non? Plus du tout, non. Alors, je partage tout ce qui a été dit sur quelque part, des équilibres de force entre la voie universitaire et la voie HES. Il y a 20 ans en arrière, il y avait une voie royale, c'était le collège uni. Aujourd'hui, on a deux voies royales. Et on doit le dire. On a la première qui reste le collège vers l'uni, puis on a une deuxième voie royale, c'est la voie professionnelle, puis il y a la voie professionnelle avec deux sorties possibles. On reste en tant qu'employé qualifié, première voie, essentielle, et deuxième voie, on poursuit et on monte au tertiaire. Et c'est ça la richesse, de notre pays. Et donc, Énergie-Police, avec la partie universitaire, la partie HS, on a une chance unique, c'est que dans un même lieu, dans un même territoire, dans un même espace, on a les deux types de formation. Et puis, alors, ce soir, on parle de formation, et on doit parler quasiment que de ça, mais il ne faut pas oublier que le rôle des hautes écoles aussi, c'est de développer toute la mission recherche, qui alimente par ailleurs la formation, et d'avoir dans un même écosystème, à moins de 50 mètres, des doctorants de l'EPF, respectivement des professeurs et des assistants de la HES qui vont bosser ensemble sur des projets, c'est génial. Puis après, on va le mettre au niveau du territoire valaisan, avec un écosystème qui part de la HES, qui a les antennes universitaires, UNIL, UNIGE, on a l'EPF, on a Unidistance, on a les formations à distance avec la Fernfachhochschule et les écoles privées. C'est un territoire absolument fantastique. On retrouve nos étudiants, leurs principales difficultés dans leur formation tertiaire. Le challenge de l'organisation. Avoir une vie professionnelle, une vie familiale, un retour aux études après de nombreuses années sans, franchement, c'était un sacré challenge de mener tout ça. Peut-être des difficultés financières, mais comme beaucoup d'étudiants qui partent dans un autre canton pour étudier. Je fais mes études à temps partiel et puis c'est difficile de trouver donc des entreprises qui engagent un 40% donc, en tant que laborantin. Je suis en deuxième année seulement et comme c'est à temps partiel, c'est la coordination entre le travail de maman, les études qui est un peu plus difficile. Durant mes études tertiaires, la plus grande difficulté, je dirais que c'est la remise en question. Est-ce que je suis vraiment à ma place? On se demande tous les jours, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Et le fait que ce soit long aussi, on se remet beaucoup en question sur notre utilité dans la société. Donc vous voyez, la première, Chantal Brutin, c'est une personne qui a suivi l'Uni à distance et c'est elle là. Elle nous a dit, maintenant elle a pris une année sabbatique pour faire son master, pour terminer son master en psychologie, pour faire orientrice, elle va faire orientrice professionnelle, mais elle dit que sans la possibilité de faire, on va dire, de l'Uni en emploi, elle n'aurait jamais pu faire le bachelor parce qu'elle s'est rendue compte qu'en étant en master, ce que ça demandait d'être tout le temps là, c'était impossible de suivre là. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de temps partiel, on travaille. C'est peut-être une réalité que les gens ne connaissent pas, Alexandra Hugo. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient puis qui ont un job à côté? Alors il y en a vraiment beaucoup qui allient les deux. Il y en a même certains qui ont plus qu'un job, ils peuvent même cumuler plusieurs jobs. Il y en a d'autres aussi qui vont peut-être aller sur de l'entrepreneuriat, accessoirement aussi, monter leur boîte. Raison? Parce qu'ils n'arrivent pas à... C'est des raisons financières qu'a dit cette dame ou c'est pour leur CV? C'est pourquoi ils font ça? Alors je pense qu'il y a vraiment des motivations multiples. C'est clair, il y a des aspects financiers, ça c'est évident. Et puis pas toujours la banque parentale peut subvenir en fait à cet investissement-là. Donc il y a peut-être aussi un coup de main qui est demandé de la part du jeune ou de la jeune. Il y a aussi cette envie de pouvoir être indépendant
et puis peut-être avoir leur voiture, enfin voilà, pouvoir profiter aussi de la vie et de voyager. On parlait des voyages tout à l'heure, ils aiment ça, donc pouvoir se déplacer. Et puis il y a aussi cet élément d'avoir de l'expérience professionnelle, parce qu'on a plus envie d'engager quelqu'un qui est sorti de son canapé, si j'ose dire ça comme ça, pardon, que quelqu'un qui a aucune connaissance du marché de l'emploi, de qu'est-ce qu'il en est de l'employabilité, etc. Donc je pense que les motivations peuvent être vraiment multiples, mais il y en a de plus en plus en tout cas qui le font. Ça vous fait souci, René Graff, d'avoir autant... Vous m'avez dit 70% des étudiants en HES ont un emploi à temps partiel, 70%. Est-ce qu'ils ne sont pas trop fatigués à la fin enfin, je sais pas, à un moment donné. Ils étudient, ils bossent, ils... C'est ça. L'image, c'est plutôt le contraire. On étudie un peu, on prend une petite année sabbatique, non. Alors la réalité est beaucoup moins rose. La réalité, elle est aussi en lien avec cette fonction d'ascenseur social, en sortant d'un milieu pas forcément favorisé. Ces 70% le font pour la plupart pas par plaisir ou pour développer des compétences, le font pour se financer les études. Donc c'est extrêmement important aussi, comme haute école, comme on le voit avec l'exemple dans la haute école de santé, pour mettre à disposition des parcours de formation à temps partiel ou en emploi qui permettent même de valoriser ce que les personnes font dans le cadre de leur emploi à côté de leurs études. C'est extrêmement essentiel. On voit aussi que grâce à ça, peut-être qu'Alexandra pourra développer ces éléments-là, ces jeunes qui bataillent, et moins jeunes qui bataillent pour arriver au bout de leur parcours de formation dans ce contexte-là, ont des compétences en plus de ce qu'ils ont appris pendant la formation, d'organisation et d'expérience professionnelle, qui sont extrêmement intéressantes pour le marché du travail. Maintenant, on constate aussi qu'on est à risque dans ces situations-là d'épuisement, et on doit être extrêmement attentif de pouvoir accompagner ces personnes-là et mettre à disposition des espaces de formation et des modalités de formation qui leur permettent de survivre à la formation. Yves, au niveau de l'université, le chiffre n'est pas aussi élevé, je pense. Non, l'université, pour l'instant, en Suisse, et c'est tout avantage pour nous, pour le canton de Valais, par rapport à notre projet, c'est que l'université reste quand même avec des parcours qui sont assez traditionnels. Académiques, quoi. Et académiques. Oui, pas académiques, parce que de nouveau, l'académique, on va le retrouver partout, mais traditionnel avec des parcours assez linéaires. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on a d'autres modèles qu'on doit développer, en particulier le modèle avec Unidistance Suisse, qui va devenir... très certainement, et j'en suis persuadé, la future Université du Valais, qui propose des études universitaires à temps partiel, en complément à ce que proposent toutes les autres universités suisses. Et ça, je pense, c'est aussi un modèle, parce que je partage tout à fait ce qui était dit par Alexandra et René, c'est qu'il faut cette complémentarité. La plupart des étudiants sont encore dans un mode traditionnel, école en présentiel, full-time. Ça reste une majorité. Par contre, on a des opportunités de développer, ce ne sera jamais majoritaire, mais développer des offres à temps partiel, des offres en emploi, respectivement des offres à distance. Et ça, c'est de nouveau une richesse dans toute le 360 qui est proposé en Suisse, et en particulier en Valais. Dans les chiffres qu'on a montrés tout à l'heure, on a parlé d'un tassement depuis 2021, notamment au niveau des HES. François Seppet, qui est dans la salle, qui est le directeur des HESSO Valais-Wallis, m'a dit, première raison démographique, deuxième raison, il y a quand même un transfert qu'on voit depuis 10 ans du professionnel vers l'académique. Aujourd'hui, la formation professionnelle, ça touche 64% des jeunes, c'était 70% il y a 10 ans. Ça peut paraître paradoxal, au même moment où les HES sont arrivés en Valais depuis 25 ans, en disant maintenant il y a ce transfert-là. Déjà peut-être Olivier Walter et Xavier Gaillard, est-ce que vous sentez ce transfert-là? Donc vous avez senti il y a 10 ans, vous avez parlé de tassement, vous, aujourd'hui, à l'interne du collège. Est-ce que vous avez senti ce transfert-là au niveau du collège? Plus d'académie, moins de formation professionnelle, 6% à peu près de transfert en 10 ans. On ne le ressent pas au niveau du collège. On évoque les passerelles, on a aussi, c'est certes une toute petite minorité, mais des étudiantes et des étudiants qui, au terme de la maturité, souhaitent rejoindre une HES. Et ils partent pour une année de stage. Alors je ne dis pas que c'est massif, mais on en a. Et ça ne va pas dans le sens que vous Mais il y a plus d'étudiants, sur les dernières années, il y avait plus d'étudiants au collège qu'avant. Ça continue d'augmenter. Vous dites qu'il y a un tassement depuis 2 ans, mais avant, il y a une augmentation ou pas? Oui, alors c'est sûr qu'il y a une augmentation, mais je pense que c'est lié aussi à l'évolution démographique du canton. Et puis, je fais un petit écho à ce qu'a dit Olivier Walter tout à l'heure. En remettant aussi mon ancienne casquette, puisque j'ai été directeur de CO,
l'orientation, elle se fait aussi avec l'idée de pousser les jeunes au meilleur de leur potentiel. Oui, tout à fait. Ouais. Et je dis, il y a 2 filières maintenant excellentes. On a aussi des élèves très performants en fin de CO qui disent, moi, je ne veux pas aller vers le collège, c'est les PTM, c'est l'école des métiers, c'est une matu professionnelle qui m'intéresse. Mais le tassement chez je veux vous dire, depuis 2 c'est ans... des choix aussi, je pense, liés à la tertiarisation aussi des professions. Oui. Mais le tassement chez vous depuis 2 ans, il profite à qui? Plutôt aux ECG, écoles de commerce? C'est plutôt ça? On voit une explosion de ces jeunes-là ou bien pas? Alors effectivement, les CG est plutôt en croissance aussi, oui. Mais c'est aussi des choix peut-être de rythme aussi, de compétences. La plupart des transferts d'élèves qui quittent le collège vont vers les ECG. Olivier Walter, 64%... Pardon. Qui sont aussi des filières avec une perspective tout à fait, HES. Hein, je veux dire, c'est le social, c'est la santé. Olivier Walter, 64% de jeunes en formation professionnelle contre 70% il y a 10 ans, ça vous fait peur? Non, pas nécessairement, mais après, voilà, c'est clair que nous, on dépend aussi un peu de l'économie valaisanne avec les PME qui font en fait les contrats d'apprentissage pour nos jeunes. Après, si les jeunes choisissent un métier où il n'y a peut-être plus assez d'entreprises formatrices, c'est clair que peut-être là, ils vont plutôt choisir la voie de l'ECG ou autre école. C'est à nous aussi, comme je disais avant, de faire la promotion ensemble avec les associations professionnelles pour maintenir justement ces professions attractives, et puis après avec les offres complémentaires, comme il a dit aussi M. Gaillard, avec les maturités professionnelles qui deviennent aussi, où je peux me rattacher sur la flexibilité des HES, que nous aussi, on a des systèmes maintenant en intégré, en plein temps 1 année, en plein temps 2 années, en blended learning. Voilà, les maturités évoluent aussi dans cette demande de flexibilité, et aussi des jeunes qui choisissent cette maturité professionnelle après l'apprentissage peuvent continuer à travailler. Yves, pour vous, il ne faut pas descendre en dessous des 64%, sinon ça devient problématique. C'est une question d'équilibre. Je pense que une valeur autour des 60-65% est une bonne valeur par rapport à notre économie. On a ça a été dit par Xavier Gaillard, on a une économie qui se tertiarise, donc c'est aussi normal qu'on va vers certaines formes d'augmentation progressive, mais régulière. On a évolué sur 6-8% pendant 10 ans. C'est pas dramatique. Par contre, de nouveau, c'est... Est-ce que c'est paradoxal par rapport au développement des HES? On aurait pu imaginer que... Non. Non, c'est pas paradoxal, parce qu'il ne faut pas oublier que, de nouveau, dans cette évolution, une partie de l'évolution, elle est intégrée dans des étudiants qui passent par les ECCG. Et les ECCG, la croissance des ECCG, ils vont se retrouver à l'HEP, ils vont se retrouver en social, en santé, etc. Donc c'est des chemins qui vont alimenter naturellement le dispositif du tertiaire. Donc pour moi, c'est déséquilibre. Il ne faudrait pas descendre plus bas que 60%, parce que là, on aurait des déséquilibres sur, de nouveau, on parle de la formation tertiaire aujourd'hui, on défend la formation tertiaire, mais un des éléments extrêmement importants pour notre économie, c'est aussi d'avoir une formation professionnelle avec des OE qualifiés fortes. Et là, si on allait plus bas que 55%, 50%, là, on serait dans une situation, on mettrait notre économie dans des situations un petit peu difficiles. Juste avant d'entendre une dernière fois les étudiants, René Graff, l'explosion en travail social et en santé, ça vous fait un petit peu peur à vous, parce que quelque part, c'est des filières où derrière, il n'y a pas nécessairement... tous les emplois qu'il faut. On prend toujours l'exemple de la physiothérapie, où à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sortent de ces filières-là qui veulent faire physio, puis physio, l'examen d'entrée, je connais des filles qui ont fait 3 fois l'examen d'entrée de physio, ou 2 fois, puis qui font des études à Bruxelles, ou je ne sais pas où. Donc il y a quand même cette explosion-là en travail social et santé, ça vous fait un petit peu peur? Je pense qu'on doit rester attentif à offrir à ces jeunes-là des perspectives, et puis éviter de se retrouver avec des jeunes qui s'engagent dans des filières sur lesquelles on n'a pas suffisamment de débouchés, pas de débouchés. Je ne veux pas dire que dans le domaine de la santé, on n'en a pas. On a des débouchés, puis on a des demandes très très fortes. Par contre, pas forcément toujours en physiothérapie, peut-être en soins infirmiers. Et puis là, il y a des questions d'orientation aussi. Je pense de pouvoir accompagner ce travail chez les jeunes, de pouvoir leur offrir
leur donner ces perspectives, ça me paraît absolument essentiel. Donc je pense qu'on doit rester attentif à ces éléments-là. Les proportions que je constate sur le canton du Valais, comme l'a dit Yvret tout à l'heure, sont encore des proportions tout à fait saines, et les perspectives existent. Aujourd'hui, les formations, les jeunes qui veulent étudier le travail social en Valais trouvent une place de formation. Pour les jeunes qui s'engagent dans la santé, on a des débouchés pour ces jeunes-là, peut-être pas exactement dans la filière dans laquelle ils se projetaient, mais on a des débouchés là. On a d'autres cantons pour lesquels c'est plus compliqué. En général, c'est les cantons qui n'ont pas suffisamment investi dans le développement de la formation professionnelle. Mes collègues, je crois que peuvent le dire, je suis de nature assez calme, mais il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est quand on oppose la formation professionnelle aux hautes écoles. Nos étudiants à la HECSO, ils ne tombent pas du ciel. Et on le voit, les proportions qu'on voit dans les filières d'apport, ils sont chez vous, puis ensuite ils viennent chez nous. Et comme l'a dit très bien Yvret, ces chemins, ils sont verticaux, et puis il n'y a pas des coupures là-dedans. Ce n'est pas des autres personnes qui arrivent dans le système. Donc c'est très important qu'on n'oppose pas ces éléments-là, et puis qu'on puisse offrir ces perspectives au mieux en les accompagnant, puis en ayant un système ouvert. On écoute une dernière fois les étudiants sur les conseils qu'ils donneraient à des jeunes. Être curieux à fond, se renseigner et puis aller faire des stages pour voir dans la vraie vie qu'est-ce que ça donne. Pas juste de rester avec ses peurs, mais il faut foncer. Il faut se lancer dans quelque chose et que même si en cours de route on se rend compte que c'est pas le bon chemin, on peut toujours bifurquer avec toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui. Demander aux personnes qui le connaissent le mieux, ils les verraient faire quoi? Moi, c'est typiquement ce que j'ai demandé à des personnes qui me connaissaient. Faire des stages, regarder si ça nous plaît. Par exemple, moi, j'ai fait un stage à la crèche, j'ai pas du tout aimé. Moi-même, je ne sais pas encore le métier que je veux faire, mais il faut découvrir, il faut faire des stages, laisser les portes ouvertes et on ne sait pas où le vent nous mène. Mais il faut toujours commencer éventuellement par un apprentissage. Mais les études tertiaires peuvent suivre, puisque maintenant, après chaque apprentissage, on peut faire la mature, on peut continuer les études. Il faut juste faire ce qui nous plaît. Ne vous stressez pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez votre temps. Et même si vous vous trompez de voie, parce que c'est eu arrivé, en connaissance de cause, c'est pas grave, recommencez seulement et vous avez toujours le temps de trouver ce qui vous plaît. On a de la chance en Suisse de pouvoir faire plein de stages. Il y a beaucoup d'entreprises dans tous les domaines qui offrent des stages même durant l'été. Même si c'est une semaine, ça nous permet déjà d'avoir un pied dans le métier et de voir si on est vraiment fait pour ça. Alexandra, Hugo, vous accompagnez les jeunes justement en fin de formation tertiaire pour les amener dans le monde professionnel. La majorité savent quel projet professionnel ils ont, bien c'est compliqué, hein, en fin de formation tertiaire. Alors étonnamment, enfin, il y a encore des personnes qui ne savent pas ce qu'elles souhaitent faire. Et c'est vrai que tout l'accompagnement, ça va être d'arriver à trouver le chemin et déjà de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que dans quel type d'entreprise est-ce que j'ai envie d'aller travailler? Est-ce que je me verrais plutôt, si je prends le mode de l'économie, est-ce que je me verrais plutôt dans un environnement start-up? Au contraire, dans une organisation publique peut-être? Quelle taille, etc. Donc, pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que souvent, on commence à aller regarder les annonces, et puis on essaye de rentrer dans le cadre de l'annonce. En définitive, c'est plutôt mieux de faire dans le qualitatif plutôt que dans le quantitatif, et d'adapter le discours, d'adapter le projet professionnel, en fait, en lien avec où est-ce que j'ai envie d'aller. Je prends toujours une métaphore, j'explique qu'en règle générale, on ne fait pas sa valise avant de connaître la destination touristique, sinon on se retrouve en bikini au Groenland. Donc c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, et après je m'outille, donc dans un deuxième temps. J'aimerais terminer cette table ronde avec 2 chiffres qui étaient dans l'étude. Moi, un chiffre qui m'a un peu surpris, mais enfin, c'était pas surprenant pour vous. C'est le taux de chômage après une année. Je ne sais pas si on peut revenir à la slide du début, si tu arrives à la remettre, la première. Le taux de chômage après une année, c'est des statistiques suisses. Il est juste de côté, là. Oui. Après l'université ou la HES. Donc ça va de 6,5 à 3,1 selon si c'est bachelor ou master. J'ai appelé Yvret quand il m'a envoyé les statistiques. J'ai dit, t'es sûr que c'est juste ou bien? Il me semble que c'est élevé. Ça peut paraître élevé, non? Non, c'est pas élevé. C'est pas élevé. Alors, si je prends déjà que le cas des étudiants qui sortent de la HEP, je crois que le taux de chômage, une année après la fin des études, il oscille autour des 0. Donc ça, c'est déjà super positif. C'est une moyenne. Hein. Et puis, c'est des chiffres suisses, c'est pas des chiffres valaisans. Non, puis au niveau de ces chiffres-là,
on oscille entre 3 et 6%. C'est rien. En comparaison internationale, c'est rien. Les pays qui nous entourent, ils sont à des valeurs à plus de 2 chiffres, certaines fois, dont le premier chiffre est plus grand que 1. Donc ici, on est dans des logiques où il y a quasiment le plein emploi après la fin des études. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ces valeurs-là, on retrouve aussi des gens qui, c'était mentionné par Xavier Gaillard tout à l'heure, pas mal de jeunes, avant de commencer l'Uni, après le collège, ils prennent une année. On a aussi pas mal de jeunes qui, à la fin de leurs études, bachelor ou master, eh ben, ils se disent, je ne vais pas, c'est aussi un changement de société, je ne vais pas rentrer directement sur le marché du travail, je vais profiter parce qu'après j'ai encore 40 ans à tirer. Et donc, on est dans une situation, pour moi, de plein emploi qui est très en relation avec le taux de chômage du reste de la population. Ça ne vous a pas surpris, Xavier Gaillard, ces chiffres? Non? Non. Non, pour moi, ce n'est pas une surprise, parce qu'il y a 35 ans, on était à peu près dans ces chiffres-là aussi. Hein. Voilà. J'ai des bons amis qui sortaient de l'EPFL qui ont attendu 15 mois avant de décrocher un job. Donc, non. Pas surprenant. Dernier chiffre, c'est 69%, c'est le graphique du sommet. C'est le nombre de gens de Valaisans qui ont fait une formation tertiaire qui habitent dans leur canton après 5 ans. Donc vous voyez que le canton de Vaud, on a 80 et quelques %, le Jura à 51%, et puis le Valais à 69%, au même niveau que Fribourg. L'interprétation de ça, c'est quoi? Ça veut dire que le tissu économique valaisan s'est bien adapté à... Si on compare par exemple par rapport à Neuchâtel ou le Jura, où on est quand même 10 points en dessous, ça veut dire qu'on forme des gens adaptés au système, ça veut dire que la HES fait que... Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. À l'Uni, à l'HES, c'est 78, si vous prenez que l'HES, et puis l'Uni, c'est 60 et quelques. Quoi. Donc il y a cette différence-là quand même. Ça, c'est l'effet HES ou bien? Alors c'est vrai que ces chiffres-là, il faut vraiment les distinguer quand on est issu de la voie HES, HEP versus la voie universitaire. Il y a à peu près 10 points d'écart. Hein. Il y a 10 points d'écart, et c'est normal. Pourquoi c'est normal? On a une HES en Valais, une HEP en Valais, et donc on permet à des Valaisans, respectivement des gens d'autres cantons, de venir étudier chez nous. Et d'avoir 80% de ces jeunes qui, après leurs études, restent habités en Valais et avec une grande chance d'y travailler, eh ben, c'est absolument génial pour le développement économique et social de notre canton. Et puis le 60% du côté des universitaires. Quand on faisait nos études hors canton, je pense qu'on était tous en train de dire on ne va jamais revenir bosser en Valais. Jamais. Donc on était sur des valeurs de taux de retour en Valais qui étaient largement inférieurs à 50%. Aujourd'hui, on a 60% des universitaires qui reviennent habiter en Valais avec de nouveau, pour bon nombre d'entre eux, qui bossent en Valais, parce que le Valais est devenu attractif d'un point de vue job. Et ça, c'est le message qu'on doit faire passer à nos jeunes. On a un Valais qui se transforme. Donc à Neuchâtel, ils peuvent se faire du souci, là. Parce qu'ils ont une Uni. Neuchâtel... ils sont à 61%. Mon job et notre job... Tu étais chef à Neuchâtel, c'est un peu plus tendu. Hein. Alors on s'entend très bien avec mon collègue de Neuchâtel, mais c'est vrai que Neuchâtel a une situation économique qui est un petit peu plus délicate que celle qu'on a en Valais aujourd'hui. Alors, je ne vais pas critiquer mes amis des autres cantons, mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien très clair sur l'attractivité d'un canton en fonction de ce qu'il est en train de proposer, tant en matière éducationnelle qu'en lien avec l'économie et l'industrie. On termine cette table ronde avec votre conseil à des jeunes fin de cycle, on va dire, ou bien fin de collège, pour leur choix professionnel. Votre conseil. On commence avec le duo collège-centre professionnel. Bon, moi, j'ai un souhait, qu'ils fassent tous la troisième du cycle, et après qu'ils choisissent. Chez l'enfant, vous avez compris, il faut relever aussi, il faut permettre d'aller à l'apprentissage après la deuxième année de cycle aussi. Non, après, c'est clair, maintenant, leur montrer les possibilités qui existent, même en choisissant un métier, que toutes les portes restent ouvertes, et puis qu'après, voilà, s'ils choisissent en connaissance de cause, tout ce qui est éducation est bien à prendre. Xavier Gaillard. Alors pour moi, deux choses. La première, faites le choix du cœur. Allez vers vraiment ce qui vous motive, vous intéresse. Et puis deuxième conseil, ne faites pas un drame d'une erreur du premier choix du cœur.
Parce et puis s'il n'y a pas de choix de cœur, il n'y a souvent pas de choix de cœur à 14 ans. Hein. Il y a beaucoup de gens à 14 ans qui disent « moi je ne sais pas quoi faire ». Qu'est-ce qui m'emmerde avec ce choix-là? Moi je n'ai pas envie de choisir. Non, il y en a pas mal qui sont comme ça. Mais même moi, pour cette minorité-là, il y a encore des possibilités qui sont offertes. Vous dites quoi ceux-là? Ceux qui ne savent pas quoi choisir? Je pense école pré-professionnelle, enfin à la sortie du CO. Honnêtement, là, en 3 ans à la tête du collège, dans les cas de réorientation, il n'y a personne qui est parti en disant « je ne sais pas où je veux aller ». D'accord. René Grave? C'est intéressant, parce que j'ai des enfants qui sont dans ce stage-là. On discutait tout à l'heure de l'influence qu'ont les parents sur ces choix-là, puis on doit se prendre chacun par le bout du nez pour laisser toutes les portes ouvertes et puis pas se faire rattraper par sa propre socialisation. Et ce que je dis à mes enfants, c'est plusieurs choses. La première, c'est, comme l'a dit très bien l'étudiante en soins infirmiers, c'est de ne pas se stresser. En même temps, comme on dit chez nous, il faut sortir les pouces quand même. Il faut bosser à l'école. Ce n'est pas une raison pour ne pas bosser à l'école. Puis la troisième, c'est de sortir et d'aller tester. Parce que trouver ce qu'on souhaite faire, ça ne tombe pas du ciel en général. Chez certains, ils ont la voie qui est inscrite, qui est très très claire, mais dans la plupart, ça nécessite de se frotter un tout petit peu à des réalités professionnelles aussi, de sortir et d'aller se tester. J'ai des enfants qui sont formés dans la partie germanophone du canton de Berne, dans le système scolaire, ils sont obligés très très tôt à aller faire des stages dans un environnement structuré. Je suis extrêmement reconnaissant à l'école de pouvoir les accompagner très tôt dans ce processus-là, de se frotter à cette réalité-là, puis ensuite de choisir, sans pression, la voie qu'ils souhaitent faire. Alexandra Hugo. Alors j'aurais envie de dire ça va aller, mais ça va aller pour les deux publics, c'est-à-dire pour les parents, parce qu'il faut qu'ils respirent. Souvent, la pression qui est mise sur la tête des enfants, elle est quand même assez considérable. Et des fois, c'est presque eux qui stressent plus que le jeune, effectivement. Là, je te rejoins, peut-être que la perspective, c'est le week-end. Donc, voilà. Donc, aux parents, ça va aller. À l'enfant, ça va aller. Enfin, aux jeunes, ça va aller aussi. Et puis qu'il aura le temps. Et d'être curieux. De poser des questions aux gens déjà dans l'entourage. En fait, je vais utiliser un mot un peu d'adulte, mais de réseauter d'une certaine manière pour aller découvrir peut-être des métiers qu'on ne connaît pas, des entreprises avec lesquelles peut-être on a des a priori, en se disant tiens, dans cette institution, jamais plutôt mourir, et puis peut-être ça peut être chouette. Donc voilà, discuter, parce que des fois, il y a des formations, on ne sait pas qu'elles existent, on sait qu'il y a passablement de métiers qui commencent, d'autres qui étaient... Enfin, le panel d'il y a 30 ans en arrière n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, poser des questions et aussi se rassurer que finalement la ligne droite, elle n'existe peut-être plus. Yves Ray, où est le meilleur conservatoire de musique, c'est ça? Bon, Genève. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a la Haute École de musique de Vaud-Vallée-Fribourg sur le territoire valaisan. Non, c'est pas l'histoire de la meilleure école. C'est, je pense, quel est le sens qu'on veut avoir. Et je finis peut-être par un exemple qui était personnel. J'avais commencé par là, c'est que quand je suis parti à Genève, c'était pour faire de la musique, parce que je voulais aller étudier avec un prof qui m'avait déjà botté. Et donc j'ai trouvé mon sens par rapport à mon choix. Puis en plus, je me suis fait énormément plaisir ensuite. J'ai trouvé mon sens aussi à l'université, et puis j'ai eu une chance extraordinaire. Donc faut oser. Hein, tu l'as dit, René, faut oser. Faut oser. Puis si on se plante, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a le droit de se planter. Auparavant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on a le droit. Donc passons le message à nos jeunes. Osez, soyez curieux, puis allez tester. C'est le mot de la fin, on peut les applaudir. Merci beaucoup. On va passer aux questions. C'est des questions dans la salle. Allez-y, sinon on a un petit apéritif après pour poser des questions. Mais allez-y. On a encore un petit... Je crois qu'on a respecté le timing. Vu que les Natel ne marchent pas, vous ne savez pas comment fait Sion, vous ne savez pas. Hein. Oui, monsieur. On va vous amener le micro. Bonsoir, Loïc Rousselot, résident à Sion. Je rentre d'une longue expatriation professionnelle de 12 ans à l'île Maurice. J'ai laissé ma fille, Léa, 16 ans, à l'île Maurice. Elle termine sa scolarité lycéenne et passera un bac français en juin prochain, STMG, sciences techniques et droit et autres. Il se passe que Léa souhaite revenir en Suisse pour suivre ses études universitaires.
Malheureusement, l'université de Genève comme l'université de Lausanne ne reconnaissent pas ce bac français. Léa souhaiterait faire un bachelor en communication internationale. Que puis-je faire pour elle? Où puis-je trouver un point de chute pour elle pour qu'ensuite elle soit heureuse dans ses études universitaires? Je vous remercie. Alors, vu que vous avez inventé toutes les passerelles du monde, si vous ne trouvez pas une réponse là, vous n'êtes pas crédible. Hein. René, tu commences. Puis... Ouais, les services d'admission des hautes écoles et des universités, en principe, ne disent pas seulement on ne reconnaît pas votre diplôme, mais ouvrent aussi des portes sur ce qui est possible. Elles montrent ce qui est possible de faire. En complément, il y a des examens d'admission sur certaines filières, il y a des processus pour rattraper, il y a des passerelles pour rentrer dans le système. Des fois, la porte d'entrée, quand on change d'un système de formation puis qu'on vient en Suisse, elle n'est peut-être pas tout à fait directe. On l'a vu, il y a besoin peut-être de faire une boucle supplémentaire, mais on trouve son chemin. Alors, l'orientation professionnelle peut aider dans ce cas-là. Dans le cas précis, je pense que le plus simple, c'est de s'approcher des services d'admission de ces universités, puis de ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'on ait une réponse pour trouver le bon chemin. Ça ne veut pas dire de ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils acceptent vos conditions, mais qu'ils vous aident à trouver le bon chemin pour votre fille. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, M. Pernet. Oui, Pernet Raymond, je m'occupe d'une association de parents d'enfants à haut potentiel. Et parmi ces enfants, c'est surtout des enfants 10 qui ont des troubles du neurodéveloppement. Or, on s'aperçoit qu'avec le système actuel, on n'a plus cette double filière qu'on avait auparavant, une filière scientifique bien marquée et une filière littéraire. En ce sens que la première année du collège est très sélective. Il y a pratiquement très peu d'enfants, c'est rare que des enfants dyslexiques survivent à la première année de collège. Et c'est très dommage, c'est des enfants qui ont un haut potentiel, qu'on pourrait les rattraper. Certains finissent malheureusement sans aucun diplôme dans les addictions, parce que quand on ne respecte pas l'estime de soi, ça devient souvent très délicat. Donc je me demande si, puisqu'on va aller vers une réforme, enfin une nouvelle loi scolaire, j'aimerais pas mourir en ayant encore la possibilité de refuser la loi scolaire, puisqu'on a déjà fait une fois. J'aimerais qu'on entre un peu dans cette discussion concernant la sélection. On a une sélection qui est très rapide chez nous, qui est très difficile aussi. Des enfants dyslexiques, il y en a 10% dans la population, c'est beaucoup. Or, on enfile 2 langues supplémentaires à l'école primaire, alors que ces enfants n'ont pas géré la langue maternelle. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu de considération pour les Zurichois, hein, parce qu'eux ont aussi des problèmes identiques. Et puis ensuite, la première année de collège, par exemple, elle est très sélective parce qu'on fait une sélection sur les langues. Donc moi, j'aimerais... Votre proposition, votre question, c'est quoi? Ma proposition, c'est d'orienter plus la sélection sur des branches scientifiques. On manque en Suisse d'ingénieurs. Hein. On importe énormément d'ingénieurs en Suisse. Favorisons un petit peu cette formation plutôt que d'aller vers de la psychologie ou des sciences molles où il y a peu de possibilités pour les emplois. Alors je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. En plus, c'est les filles qui dominent dans ces statistiques. Les garçons sont moins mûrs. Hein, dans certains pays, on sépare de nouveau les filles des garçons hein, à cause de ce problème-là. Donc c'est pour ça qu'on a un manque d'ingénieurs, à mon avis, en Suisse. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à ça. On peut faire ça, Yves, on peut orienter. C'est une question qui est très difficile. Bon, déjà, je pense qu'on ne doit pas opposer les sciences, les différentes formes de sciences et types de sciences. On a besoin de tout. On a besoin autant des sciences de l'ingénieur, autant des sciences fortes, des sciences dures, respectivement des sciences molles. Pour moi, je pense qu'un des challenges, c'est de nouveau pas donner trop vite
ces choix totalement formatés dès le début, parce que si on le fait quasiment à la fin de l'école primaire, je ne suis pas un spécialiste du primaire et du secondaire, mais si on bloque et on ferme tout à la fin du primaire et du secondaire, eh ben on va encore beaucoup plus cloisonner une société, et puis on revient dans une société d'avant-hier. La chance aujourd'hui que l'on a, et ça c'est ma lecture un petit peu externe, mais en tout cas bénéficiaire par le tertiaire, c'est d'avoir des jeunes qui sortent soit de la voie gymnasiale, soit de la voie professionnelle, qui sont armés pour suivre les études dans les voies universitaires, les voies HES et les voies HEP. À partir du moment où les étudiants valaisans sont dans la réussite et dans de très bons taux de réussite dans la voie tertiaire, ça veut dire que l'école qui a amené ces jeunes au tertiaire, elle est aussi une école en réussite. Et si on commence à opposer les différentes formes de sciences, respectivement de voies extrêmement silotées, c'est se revenir en arrière. Mais c'est mon avis totalement personnel. Sur les difficultés des enfants en haut potentiel en première année de collège, les 10, est-ce que là vous voulez répondre, Xavier Gaillard, par rapport à ça, en disant, M. Pernet dit que c'est impossible de passer plus loin que la première année de collège? Peut-être quelques éléments de réponse à monsieur. Donc effectivement, il y a des élèves qui ont ces handicaps-là. Il y a des mesures qui sont prises à travers ce qu'on appelle les mesures de compensation des désavantages, qui peuvent toucher toutes les branches, certaines branches. Mais je ne pense pas que c'est en éliminant certaines branches qu'on rend service aussi aux jeunes. Et je ne crois pas que... Vous faites allusion à l'ancien modèle de maturité avec la section C scientifique. Je ne crois pas qu'elle était une meilleure garantie de formation de futurs ingénieurs que le système actuel qui retarde même ces choix-là, puisqu'ils interviennent au terme de la première année de collège. Après, la mission aussi donnée au lycée-collège, au gymnase, c'est, comme l'a dit M. Ray, de préparer aussi les étudiants aux formations suivantes, mais comme les matus professionnels doivent préparer au HES et à ces filières-là. Mais oui, qu'il y ait de la souffrance chez ces enfants-là, chez ces jeunes-là, on le constate aussi. Il y a toute une série de pathologies. Il n'y a pas que les dyslexiques. Enfin, il y a les troubles de l'attention, il y a des TSA aussi, etc. M. Pernet, il y a M. Lonfoy qui est là pour la loi sur le scolaire. On peut peut-être discuter après tout à l'heure à l'apéro. Une dernière question. Il y avait une question devant, là, je crois. Mais c'est une dernière question, sinon on poursuit à l'apéritif. Avant de laisser le mot de la fin à Noémie, juste vous dire merci d'être venu à cette première rendez-vous de la formation. L'idée pour nous, c'est de le rendre annuel. Puis l'autre idée aussi, mais ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes là-dedans, vous avez vu. Hein. L'idée, c'est d'en faire quelque chose à la fois d'informatif et de festif. Donc je lance déjà un peu la balle au bon, c'est de dire que d'associer les associations de jeunes, c'est la fin de la première semaine d'Uni, la fin de la première semaine de la HES. Idéalement, l'année prochaine, après ça, il faudrait avoir une soirée pour les jeunes et un truc comme ça. Voilà, j'ai donné l'idée. Je laisse conclure à Noémie. Oui, avant la fête des étudiants, donc le mot de la fin, je voulais déjà remercier tous les interlocuteurs de ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir. Le mot de la fin, ce sera quand même des remerciements. Donc déjà, Unidistance pour être notre partenaire académique sur cette soirée. C'est une soirée qui nous intéresse beaucoup et puis que vous pouvez retrouver en intégralité sur Rhône TV si vous avez manqué des petits passages. Si le concept vous plaît, donc ce côté dossier éditorial, et puis on poursuit avec une table ronde, le Nouvelliste a un prochain rendez-vous le 1er octobre prochain à la Foire du Valais. C'est le rendez-vous de la santé et c'est consacré à la santé mentale des jeunes, une autre thématique très concernante. Voilà, maintenant je peux juste vous souhaiter une bonne soirée, qu'on peut poursuivre juste à votre gauche en sortant avec un verre de l'amitié. Et puis le dernier remerciement que j'allais oublier, merci pour l'accueil à la salle Noda BCVS. Donc c'était une première pour bon nombre d'entre nous. On se réjouit d'avoir un nouveau lieu pour les conférences et les soirées comme celle-ci. Merci encore à vous toutes et tous, très belle soirée et au plaisir. Au revoir.
Le rendez-vous de la formation, un événement en partenariat avec Unidistance.